Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Et pour conclure cette belle après-midi, je passe la parole à Laura Letourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé. Eh bien, merci beaucoup à tous les intervenants de cette journée, à tous les participants en présentiel ou en liste. Vous êtes réunis là pour discuter de ces sujets qui sont, je pense, on en est tous convaincus, absolument clés pour le numérique en santé, la formation, les compétences d'avenir, d'attractivité RH. Pour conclure, je vais essayer de dézoomer un peu et de mettre en perspective ces sujets dans le cadre global de la feuille de route du numérique en santé, à la fois sur sa partie historique que sur les projets majeurs à venir. Donc là, vous voyez sur cette slide le début un peu de la feuille de route et dans quoi elle s'ancre et dans quel constat. Le constat, il avait été fait fin 2018 par Dominique Pont, avec qui je copilote la délégation au numérique en santé, et par Anne-Laure Coury de l'assurance maladie. Il évoquait que c'était le bazar, en gros, le numérique en santé, que les logiciels ne se parlaient pas, que les patients n'avaient toujours pas nos données de santé à disposition, que les professionnels de santé utilisaient peu encore des outils numériques à la hauteur de ce qu'ils pourraient permettre. Et au-delà du constat un peu déprimant, il a cherché à remonter aux causes en disant le numérique en santé, c'est nous tous, partie prenante, pouvoirs publics, industriels, hôpitaux, établissements médico-sociaux, assos de patients, etc., éditeurs qui le faisons sur le terrain. Et on doit tous mettre notre pierre à l'édifice et balayer devant notre porte pour faire en sorte que demain, ce soit mieux. Nous, pouvoirs publics, on a notre part de responsabilité parce qu'on n'a pas été suffisamment volontariste pour fixer un cap, pour fixer les règles, pour les faire respecter et pour arriver à embarquer et animer un écosystème. Vous, éditeurs et industriels, vous n'avez peut-être pas suffisamment respecté les règles d'interopérabilité, par exemple, quand elles étaient fixées aussi parce qu'elles n'étaient peut-être pas suffisamment pragmatiques et imposées avec volontarisme. Vous, professionnels et établissements de santé, vous avez aussi une part de responsabilité parce que vous n'êtes pas connus pour être les plus early adopters sur les sujets numériques. Mais c'est aussi, faute d'avoir des outils numériques aussi ergonomiques dans votre vie professionnelle que ceux qu'on peut avoir dans notre vie personnelle, et aussi faute de formation, justement. C'est là que le sujet a été évoqué. Aujourd'hui, dans les formations initiales comme dans les formations continues des professionnels de santé, vous en avez parlé toute la journée, il y a un vrai déficit sur des sujets de numérique en santé. Et puis, certainement, les assos de patients, les citoyens eux-mêmes avaient une part de responsabilité. Donc ça, c'était le constat qui nous a permis de remonter aux causes et de bâtir une feuille de route commune qu'on met en œuvre collectivement, nous tous, pouvoirs publics et tous les acteurs de l'écosystème, à marche forcée depuis 3 ans et qui s'oriente entre 5 grandes orientations, elles-mêmes déclinées en 30 actions, qui a été présentée par Agnès Buzyn et par Cédrico il y a maintenant presque 3 ans, puisque c'était le 25 avril 2019. Cette feuille de route, elle a commencé par définir un cadre de valeurs. Un cadre de valeurs disant on n'est pas en Chine, on n'est pas aux États-Unis, on est en France et en Europe, on a absolument envie de définir un cadre de valeurs et ancrer le développement du numérique en santé dans un cadre éthique, souverain et citoyen. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. Dans l'éthique du numérique en santé, on a notamment le sujet de l'accompagnement des citoyens au numérique en santé, et on a aussi le sujet de l'accompagnement des professionnels de santé au numérique. On y reviendra là, grâce à la présidence française à l'Union européenne qu'on prend entre janvier et juin 2022. C'est une occasion rêvée, franchement, de porter cette vision au niveau européen, et il y aura un événement majeur demain que vous pourrez suivre pour voir comment est-ce que justement on a réussi à ancrer ces sujets à la fois de fracture numérique et aussi de formation des professionnels de santé au niveau européen, là, en à peine un mois, en négociant à marche forcée avec les États membres et la Commission européenne. Donc, prérequis, avant tout, voilà, on veut rassurer et mettre de la confiance autour du numérique en santé. On voit tous les jours, avec les polémiques qui naissent, à quel point c'est important. Ça, c'est sur le cadre de valeurs. Sur la vision et le qu'est-ce qu'on veut faire exactement, elle s'ancre dans une logique d'État-plateforme que je vous présenterai après en rentrant dans le détail des différentes actions de la feuille de route sur la petite maison que vous connaissez certainement. Donc, on voit dessous les 5 grandes orientations et les 30 actions. Dans les 5 grandes orientations, donc vous avez 4 orientations de fond que je présenterai après, les orientations 2, 3, 4, 5, et vous avez une orientation de forme, entre guillemets, d'organisation autour de la gouvernance du numérique en santé.
On l'a mise en 1 parce que même si c'est pas un sujet dur, entre guillemets, que c'est un sujet mou, je pense que voilà, nous tous qui travaillons dans la e-santé, on sait que c'est les racines du mal et que si on n'arrive pas à assainir, à renforcer cette gouvernance du numérique en santé, on n'arrivera pas à faire avancer des sujets bloqués depuis des années. Ce qui a été fait début 2019 au lancement de la feuille de route et puis tout 2019, et puis c'est quelque chose qui est continu, c'est de à la fois renforcer la coordination entre des acteurs publics et aussi la co-construction avec des acteurs de l'externe. Donc ce qui a été fait en 2019, c'est à la fois mettre en place un chef d'orchestre, qui est la délégation numérique en santé, qui est rattachée au ministre, faire en sorte de transformer la ZIP Santé en agence du numérique en santé, de coordonner tous les opérateurs et les agences au niveau national et au niveau régional sur des sujets du numérique en santé, mais aussi de co-construire en permanence avec l'externe, puisqu'on a lancé le Tour de France des régions de la santé sur 2019 pour présenter cette vision, débattre, faire de la pédagogie, évangéliser, etc. Et puis on a lancé tout un tas de comités avec les parties prenantes, non seulement le Conseil du numérique en santé, qui est la grande messe tous les 6 mois dans lesquels on rend des comptes publiquement sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer, mais aussi un comité avec les professionnels de santé, avec les structures, avec les industriels, avec les régions et avec les citoyens. On a lancé un comité citoyen du numérique en santé, là, qui a rendu ses conclusions il y a quelques semaines et qu'on s'est engagé à mettre en œuvre. Donc, c'est ce qui s'est passé, disons, les 3 dernières années et surtout l'année 1, puisque c'était important qu'on puisse collectivement repartir sur des bons rails. Ce qui est super avec la stratégie d'accélération santé numérique et en particulier ces sujets de l'axe 1 de la stratégie d'accélération santé numérique sur la formation et l'attractivité RH, c'est qu'on peut aller encore plus loin et élargir le périmètre de cette coordination entre acteurs publics et de cette co-construction avec l'externe, parce qu'on voit bien qu'on est sur des sujets encore plus interministériels et qui embarquent encore plus d'acteurs, qu'il faut encore plus qu'on décloisonne et qu'on a au-delà de la sphère pure santé. Donc, au niveau national, on a le plaisir maintenant de travailler avec le MESRI, avec la NDP, on a le plaisir de travailler avec le SGPI, avec la DGE, avec BPI, au niveau régional, avec tous les acteurs aussi de la formation du développement économique. Et puis en externe, voilà, on découvre, en tout cas des DNS aussi, et on essaie de travailler main dans la main avec tout un tas d'acteurs, que ce soit les acteurs de la formation, par exemple les universités, ou les acteurs du développement économique avec les pôles de compétitivité, les incubateurs, etc. Et puis on essaie de renforcer les liens entre ces acteurs et aussi de mettre de la pédagogie, d'expliquer les programmes, de prendre les retours du terrain et de co-construire vraiment avec les acteurs en y allant sur le terrain, puisque ça a été annoncé ce matin. Aujourd'hui, c'est aussi la première date du Tour de France de la stratégie d'accélération santé numérique. La prochaine date sera à Nîmes et à Montpellier le 24 février avec une table ronde retransmise en ligne dédiée au tiers-lieu d'expérimentation par rapport aux actions de gouvernance qui avaient été prises sur la sphère santé pour pouvoir aller vers tous les autres acteurs qui ont leur rôle à jouer et en articulation avec les autres sur le numérique en santé pour qu'on passe d'un espèce de mouvement brownien où tout le monde met énormément d'énergie, mais dans son coin, à une ruche où on a des objectifs communs, déployer le numérique en santé pour les citoyens et pour les professionnels de santé dans un cadre éthique et que chacun y contribue avec la valeur ajoutée qu'il a même d'apporter. Donc ça, c'est sur l'orientation 1. Sur les 4 autres orientations, elles s'ancrent vraiment dans la logique d'État plateforme dont je parlais tout à l'heure et qui se concrétise par cette petite maison qu'on présente souvent. Donc dans cette petite maison, vous voyez, on a à la fois la plateforme d'État qui représente un peu les fondations de la maison et tous les services numériques qui peuvent émerger du terrain, que ce soit de la société civile ou des acteurs du développement économique. Ce qu'on dit souvent pour expliquer l'État plateforme, c'est que pour définir le juste rôle entre les pouvoirs publics et les acteurs privés, on s'inspire du mode de gouvernance d'une ville dans lequel les pouvoirs publics ils font 2 choses. Ils construisent les règles, le code de la route, le code de l'urbanisme. Dans le numérique en santé, ce sont les référentiels SOC et les services SOC que vous voyez dans les fondations de la maison, là, avec tout un tas d'acronymes techniques, pas très glamour, mais néanmoins indispensables pour garantir un développement homogène du numérique en santé sur le terrain. Les pouvoirs publics, ils ne font pas que déterminer les règles, ils construisent aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage, donc ce qu'on appelle les communs numériques.
Dans une ville, c'est les routes, les ponts, etc. Dans le numérique en santé, ce sont ceux que vous voyez dans le plancher de la maison, là, les services socles, le dossier médical partagé, l'agenda, la e-prescription, la messagerie sécurisée, etc. En revanche, ils ne font pas tous les services numériques qui permettent demain de mieux soigner, de mieux prévenir, etc., qui sont portés ou bien par la société civile ou bien par le privé, tout comme dans une ville, ce ne sont pas les pouvoirs publics qui font toutes les maisons individuelles. Nous, on est là pour vérifier que les maisons individuelles, elles respectent le code de l'urbanisme et qu'elles se raccordent au réseau d'égouts, aux routes. Dans le numérique en santé, on est là pour vérifier que les services numériques ils respectent les règles d'éthique, de sécurité et d'interopérabilité. Vous voyez, c'est les 3 piliers de la maison et qui se raccordent à nos infrastructures, qui sont les services socles des fondations de la maison. Donc, une des actions clés qui nous occupe déjà beaucoup depuis 1 an et qui va encore nous occuper beaucoup dans les 2 prochaines années sur la feuille de route du numérique en santé, ce sont ces orientations 2 et 3, là, les fondations de la maison, boostées par les crédits du Ségur numérique, puisqu'il y a eu 2 milliards d'euros d'investissement sur ces sujets. C'est qu'une fois que nous, là, depuis 3 ans, avec tout l'écosystème, on a travaillé dans l'ombre pour développer cette plateforme d'État, ces annuaires, ces outils d'identification électronique, mettre à l'état de l'art le DMP, changer son ergonomie, etc. Maintenant, il est indispensable que ces référentiels et services socles, ils se déploient sur le terrain. Et donc, tous les logiciels des kinés, des hôpitaux, des EHPAD, des pharmaciens, des médecins de ville, etc., ils intègrent ces briques pour demain être interopérables, sécurisés, etc. Ça, c'est les 12 travaux d'Hercule et c'est le plan là, qui est en cours de déploiement à marche forcée grâce au Ségur numérique où on espère booster le partage des documents de santé en passant de 10 millions de documents échangés aujourd'hui actuellement via le DMP par an à 250 millions d'ici fin 2023. Donc faire x25 en 2 ans, ce qui est majeur et ce qu'on n'a jamais réussi à faire depuis des années parce qu'on ne travaillait pas suffisamment ensemble. Donc ça, c'est voilà, une des priorités, disons, des mois et années à venir, c'est le Ségur numérique. Ce n'est pas rocket science, on parle juste de la dématérialisation des documents de santé, mais n'empêche que ça fait 20 ans qu'on n'y arrive pas vraiment. Une deuxième action en lien avec ça, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, la présidence française à l'Union européenne, dont la stratégie a été présentée sur la santé numérique jeudi et sur lequel il y aura un événement majeur demain sur l'éthique du numérique en santé. La stratégie, elle vise à la fois à définir les valeurs françaises et européennes qui encadrent le développement du numérique en santé, un numérique en santé qui soit éthique. Je le disais demain, je ne veux pas en dire trop parce que, je le disais tout à l'heure, je ne veux pas en dire trop parce que ce sera annoncé demain. Dans ces valeurs éthiques, il y a un des piliers autour de la formation et de l'accompagnement des citoyens et aussi des professionnels de santé. Donc, pour nous, c'est une vision qui doit être portée au niveau européen. Et par ailleurs, on ne parle pas que de vision et de valeurs, on parle aussi d'accélérer sur les usages en défendant des règles communes, notamment d'interopérabilité parmi les logiciels au niveau européen dans une logique de Digital Single Market. Donc, on a voilà, deux programmes et projets très importants là, dans les années à venir. Le Ségur du numérique au niveau national et la présidence française à l'Union européenne là, dans les 6 mois à venir qui élargit encore le spectre. On a un troisième projet visible des citoyens qui est majeur puisqu'il vise vraiment à redonner la main aux citoyens, qui est Mon Espace Santé, le mur vert de la maison, qui est donc une plateforme ouverte à tous les citoyens depuis hier et qui sera lancée officiellement par le ministre jeudi, dans lequel on retrouvera son dossier médical, un agenda partagé courant 2022, une messagerie sécurisée de santé dès maintenant, et progressivement un catalogue de services numériques référencés par la puissance publique qui respectent les règles des fondations de la maison. Donc, on a cet outil qui est un outil phare à destination du citoyen. C'est une des 3e priorités des années à venir. Et puis, la dernière priorité, c'est celle dont vous avez parlé toute la journée et plus largement la stratégie d'accélération santé numérique qui se focalise sur les nuages de la maison. Les orientations 2, 3, 4, en fait, c'est un schéma d'urbanisation informatique, derrière classique, qu'on a un peu déguisé en une maison et des fondations. On a conscience que pour développer le numérique en santé, ce n'est pas que des sujets techniques, c'est aussi des sujets mous, entre guillemets. Et donc, c'est ce à quoi s'attaque la stratégie d'accélération qui a été présentée par David Senati en introduction en tant que coordinateur interministériel. Dans cette stratégie d'accélération, il y a des sujets très
financiers, développement économique, comme les tiers-lieux d'expérimentation, l'accès au remboursement anticipé, les sujets de la recherche, etc. Mais il y a aussi des sujets mous, entre guillemets, sur l'accompagnement des citoyens, des professionnels de santé, des établissements de santé sur l'attractivité RH. C'est les sujets d'aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien si on les a mis en premier dans la stratégie d'accélération. C'est des sujets qui nous tiennent énormément à cœur. Pour rien vous cacher, on a eu beaucoup de mal à les débloquer en interne. On a à obtenir des crédits sur ces sujets. On a réussi en s'alliant avec les autres ministères, en expliquant à quel point s'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas le terreau fertile pour développer les projets du numérique en santé ensuite. Maintenant, les crédits sont là, ils sont significatifs. Je pense qu'on est tous mobilisés, tant les acteurs publics, tous les concernés au niveau national, que les acteurs régionaux, que des acteurs externes. Donc, c'est vraiment à nous de jouer. Toutes les conditions sont là pour qu'on avance aussi à marche forcée maintenant dans les années à venir sur ces sujets. Donc, allez-y, répondez à l'appel à manifestation d'intérêt CMA là, sur les compétences et les métiers d'avenir. La première levée est au 24 février, donc vous avez encore quelques jours. Regroupez-vous dans les régions, faites émerger de vrais pôles en e-santé. Voilà, ayons beaucoup d'ambition à la hauteur des crédits qui sont débloqués. Et je suis convaincue que voilà, si on continue à avancer ensemble, collectivement, on arrivera aussi à avancer sur ces sujets de formation initiale et continue et sur ces sujets d'attractivité RH qui nous fait défaut pour l'instant dans la e-santé. Merci à tous. Merci Laura, merci à tous. Voilà, il est temps de venir conclure en fait du coup cette demi-journée. Il est temps pour moi de remercier bien entendu du coup l'ensemble des participants qui ont pu soit en présentiel du coup soit à distance se mobiliser, de remercier bien entendu en fait du coup Paris Santé Campus pour l'accueil, toute l'équipe à l'organisation, à la technique. On s'excuse d'ailleurs du coup pour les petits incidents qu'on a eu en tout début d'après-midi mais qui apparemment du coup se sont réglés au fur et à mesure. Et bien entendu, en fait, merci surtout à vous de vous être rentrés si nombreux, donc plus de 750 inscrits. Je crois qu'on a eu des pics à 500 connexions. Donc voilà, c'est un événement on voit, qui a su rencontrer en fait du coup son public et on en est ravis. Bien entendu, tout ne s'arrête pas là. Le Tour de France en fait du coup continue avec notamment, donc ça a été annoncé, la prochaine étape à Nîmes et Montpellier les 24 et 25 février avec là une table ronde sur les tiers-lieux. Et puis voilà, sur la formation, on aura bien entendu l'occasion de créer d'autres événements pour se recroiser à nouveau. Voilà. Je vous remercie du coup à tous. Prenez soin de vous et à très vite.